Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour ce spécial Festival international des jeux à Cannes. Je suis sur le stand de Ravage et Forge Studio en compagnie de Jérôme. Salut Jérôme. Bonjour. Voilà, donc tu es créateur du jeu Fury, mais avant tout, nous présenter le jeu, j'aimerais que tu te présentes. D'accord, donc je m'appelle Jérôme Labadie, en fait, je suis l'auteur du jeu Fury. Moi je vis sur Lormont à côté de Bordeaux à l'heure actuelle. D'accord. J'ai un enfant, je suis en couple et après la grande traditionnelle, D'accord. pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que je fais de la peinture sur commande. D'accord, donc tu es peintre. Là je peintre pro. cherche maintenant plutôt un emploi fixe avec un revenu fixe, mais Oui. C'est pour mieux. pouvoir continuer notamment à financer Fury. D'accord. Tu joues depuis quand? Alors j'ai commencé à m'intéresser au JDR à 11 ans. D'accord. En Ah oui. fait, je suis tombé dans la boucle en tombant hasardeusement à la bibliothèque municipale d'Aubervilliers sur un Cassius Belli. Et ça m'a petit à petit entraîné et amené D'accord. dans le milieu au fur et à mesure. Après, j'ai découvert la figurine par le biais des gros jeux qui étaient visibles à l'époque, qui m'ont pas forcément plu, donc ça a créé un détachement par rapport à ça. J'étais plus du coup sur le jeu de rôle. Et à l'arrivée de Confrontation, en fait, j'ai un peu plus plongé du coup. D'accord. Ah oui. L'arrivée de Confrontation. Confrontation Ouais. de Rackham. De Rackham, tout à fait. Parce que Battle et 40K, je trouvais ça un peu lourd, Oui. Les règles. un peu mou en fait. Ouais, ouais. Les règles Donc, étaient assez Et lourdes. depuis, j'ai continué. D'accord, ok. Donc là, tu as créé le jeu Fury. Donc un petit peu la genèse du jeu, c'est passé comment exactement? Alors, comment ça s'est passé? J'étais militaire en fait jusqu'à 2012. Et je trouvais, dans la plupart des jeux, il y avait beaucoup de jeux qui me plaisaient, notamment dans les jeux français. Je joue beaucoup à Alchemy, à Eden aussi, notamment par exemple. D'accord. Par contre, je trouvais qu'il n'y avait pas de jeu qui était assez branché dans la brutalité et dans le bourrinisme. D'accord. La réputation notamment qu'a War Machine Horde, mais c'est une échelle un peu plus grosse quand même. D'accord. Moi, je voulais quelque chose en petit format, de vraiment rapide, vif et de vraiment violent. Un jeu D'accord. un peu violent, un peu létal. L'idée, c'était aussi d'avoir un univers décalé, médiéval fantastique, mais un peu décalé, pour pas tomber D'accord. dans les poncifs du dark au dark, on va dire, entre guillemets, hein, où tout est plus sombre, tout est plus... Ouais. Et donc de faire quelque chose d'un petit peu plus sur une tonalité humoristique ou dans un esprit bande dessinée, en fait. D'accord, effectivement. Donc le contexte de Fury, c'est un univers médiéval fantastique. Alors on va dire plutôt antique fantastique, c'est-à-dire que la Ah, plupart d'accord. des civilisations en sont à un stade qui est proche de celui de notre antiquité caricaturale, on va dire. Donc le monde est dominé par un empire orc romain, romanisé en fait. Par contre, il y a une technologie qui évolue autour de la magie, c'est-à-dire qu'il y a une présence magio-technologique assez conséquente, D'accord. avec certains peuples qui s'y attachent, d'autres qui la refusent et qui la rejettent complètement, Mhm. qui préfèrent s'appuyer sur la magie à l'état pur. Certains comme les gobelins par exemple, qui après avoir été en contact avec notre Union soviétique par le biais d'un portail, ont décidé d'adopter complètement un mode de vie plutôt contemporain. D'accord. Etc. Il y a une ingénierie naine qui, comme dans la plupart des univers de jeu, est relativement développée, si ce n'est que dans Fury, en fait, ils ont dû adopter un mode de vie proche de celui des gitans du début du siècle dernier, après avoir été chassés de leur terre par les Yétis, par exemple. Donc, toutes D'accord. les factions comme ça vont avoir une petite touche identitaire, un petit peu décalée, un petit peu alternative par rapport à ce qu'on peut voir dans la plupart des univers. D'accord. Les elfes sont des malades mentaux, sadomasochistes, cannibales. D'accord. En fait, j'ai pris une inspiration culturelle pour chaque faction C'est pas assez mal. différente Et de tu ce as qu'on un voit. peu dévié. Voilà, j'ai un peu dévié. Ouais, c'est Donc, sympa. par Surtout exemple, la principale faction humaine, Ouais. plutôt que de partir sur une faction occidentale germanisante comme on le voit tout le temps, je suis parti sur une faction qui est plutôt proche de l'Antiquité égyptienne en fait, avec quelques touches d'Amérique du Sud, de culture et de Ah oui, civilisation d'accord. sud-américaine. Les orques romains donc, en race dominante, parce que pour un fait historique, pour une fois, c'est pas les humains qui sont la race principale d'un univers de jeu, et ainsi de suite en fait. Sur chaque race autour, j'ai développé un univers et une ambiance que j'essaye de retranscrire dans le gameplay autour de groupements civilisationnels ou de groupements culturels qui ne sont pas forcément exploités dans le jeu de figures. D'accord. Donc là, en totalité, sur ton jeu, tu as combien de races différentes? Alors là, en choses qui sont sorties, on a les elfes pour D'accord. l'instant, donc plutôt branchés Pictes, Ouais. Pictes, Pictes, à l'intermédiaire entre les Pictes et les méchants dans le 13e guerrier, un petit peu. Un peu des à espèces mi-chemin entre les deux. de saxons, un peu. Non, Voilà, le truc un peu cannibale, d'accord. un peu Ok. taré, mais plus dans la caricature, D'accord. vêtements de peau arrachés, vêtements, choses D'accord. comme ça. Oui, oui. Les nains qui sont donc sur une culture gitane un petit peu à la Costa Rica en fait, dans l'aspect général, D'accord.
dans l'idée, dans l'ambiance. Donc on est vraiment sur du nain romanichel à purement parler. Les Essialdésiens, donc qui sont la faction humaine, qui sont des proto-égyptiens en fait. On a les orques, donc, qui s'appuient sur un empire romain, qui eux par contre font un rejet de la technologie pour des raisons d'honneur et pour des raisons de traditionnalisme. On a les Yétis en fait, qui sont un peu plus ou moins les grands méchants du jeu, qui sont rattachés à des cultistes humains inuits au service du dieu de l'hiver, les gobelins soviétiques, en l'état actuel des choses. Là, la dernière faction, c'est la nation pirate en fait. La nation pirate, c'est une nation multiethnique où les gens de divers peuples se rassemblent quand ils en ont marre un petit peu pour quitter le fonctionnement traditionnel de leur pays dans l'espoir et dans l'attente d'une liberté un peu plus grande dans leurs actions, dans leur fonctionnement. Ce qui s'avère un peu faussé par des éléments de background qui sont qui au final ils se retrouvent beaucoup plus asservis qu'ils ne le supposent à l'heure actuelle. Ensuite, dans les factions que j'aimerais développer à terme, il y a les Ecclésiens, c'est l'autre faction humaine. En fait, c'est des Grecs qui ont été touchés par la maladie. On va dire, pour parler en langage plus connu, des Grecs de Nurgle, d'une certaine manière. Oui, je me doutais bien. Les Primae, donc, sont les ancêtres des trolls, c'est eux qui possédaient les territoires de l'Empire Orc, ils ont dû s'exiler et ils leur ont laissé la garde. C'est pour ça que les Orcs refusent d'évoluer, puis ils ont promis de garder l'Empire, donc ils l'ont gardé dans l'état où il était quasiment. Donc là, les Orcs ont une forme d'honneur. Les Orcs ont une forme d'honneur assez conséquente, ils en sont limite obtus, sauf que les Primae qui vont revenir ne sont pas forcément ceux qui ont fait la demande de garde. Exact. Ce qui va provoquer certains types de conflits un peu atypiques. Il y a une faction édition limitée que j'espère pouvoir rééditer sous une sculpture différente, qui est une faction mercenaire qui est la faction des Vixen en fait. C'est une faction entièrement féminine, c'est un groupe mercenaire entièrement féminin. Et globalement, on a fait le tour de la majorité des choses qui sont prévues. Après, il y a des sous-factions à terme qui, j'espère, pourront sortir. Mais là, globalement, les factions principales sont celles-là. D'accord. Alors maintenant, tu as présenté le background du jeu, qui quand même est assez bien travaillé dans l'ensemble. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer dans ce jeu d'escarmouche, sur quel type de table on peut jouer, quels sont les points d'armée, enfin tout ce qui va avec? On joue sur des tables de 60 cm sur 60 cm pour avoir un petit format. C'est devenu un peu le format standard sur l'escarmouche à l'heure actuelle au niveau des jeux français. On peut jouer sur des formats de jeux plus grands, sur du 60 sur 120, donc ça permet d'utiliser tout simplement deux plaques de table standard qu'on utilise. L'idée c'est de jouer avec des patrouilles en fait. Donc ça va être des patrouilles qui vont faire selon les factions entre 3 et 5 figurines sur le format de base qui est 125 points. Et après on peut monter jusqu'à 200 points sur la table 60-60. Donc soit en poussant le nombre de figurines avec jusqu'à un maximum d'une dizaine de figurines, soit en jouant des choses un peu plus grosses et un peu plus bourrines, on va dire. D'accord. Au-delà de 200 points, c'est là où on passe sur du 120 sur 60. D'accord. Et là, pareil, en fait, il y a une limitation par tranche de points de vie et d'action de chaque faction. C'est-à-dire qu'on peut jouer par tranche de 20 points, on peut jouer 10 points de vie et une action. D'accord. Le système de jeu, moi, je me suis pas mal inspiré de ce qui se faisait en jeu de rôle, dans le sens où ce que je trouvais assez triste sur les jeux où il y a beaucoup de place pour le corps à corps, on se retrouve souvent dans des situations où c'est du tableau croisé ou un simple jet de position sans qu'il y ait vraiment de liberté de choix. Donc en fait, on va être sur un jeu qui est en deux phases. Il va y avoir une phase de mouvement et de tir, avec une programmation avant d'une pioche tactique pour savoir dans quel ordre on va activer ces figurines en alterné. Et ensuite, on va passer à une phase sur la gestion des corps à corps. Le système est très simple, c'est-à-dire que mécaniquement on lance un dé 10, on doit dépasser un seuil de défense, on rajoute ensuite la puissance à ce dépassement, donc mieux l'attaque est réussie, plus on va faire de blessures et on retire la protection adverse. D'accord. Globalement, par contre, ça ne se limite pas à ça, puis sinon ça s'appuierait que sur la chance. On a ensuite tout un ensemble de paramètres qui permettent de s'ajouter des bonus fixes ou d'augmenter les seuils de difficulté de son adversaire. D'accord, donc je suppose effectivement que chaque race a ses petites particularités. Donc là, tu vas nous présenter une carte. Tout à fait. Alors là, du coup, on a le nom de la figurine, classiquement. La valeur en points de patrouille, c'est ce qui va permettre de constituer sa patrouille. Ensuite, j'ai pris une carte un peu particulière, c'est une carte d'officier pour une raison simple, c'est qu'il y a ce qui est le cœur du jeu et ce qui donne le nom au jeu, la notion de furie. Donc on a le mouvement tout d'abord de la figurine, c'est-à-dire c'est la vitesse à laquelle elle peut se déplacer en situation standard, sans prendre en compte les c'est en centimètres? C'est en pouces. Ah, c'est en pouces, c'est une unité de mesure, c'est en une SIA qui est une unité de mesure romaine qui correspond à notre pouce, en fait, pour être plus fleuve. Ensuite, nous avons les réflexes. Les réflexes, ça va correspondre à tout ce qui est initiative, ça peut servir dans d'autres cadres, la vitesse de réaction, etc., qui va déterminer le rang d'action auquel on va frapper en fait, lors d'un corps à corps. La volonté, donc, qui sert pour tout ce qui est moral. D'accord.
On a ensuite les actions. Alors les actions, en fait, c'est la notion principale du jeu, c'est-à-dire qu'une action, ça va être ce qu'on va transformer soit en attaque, soit en action de tir, si on a, enfin en action de combat du coup, donc une attaque au corps à corps, soit en action de tir si jamais on a une arme de tir, ou soit en action de scénario. Mais une fois qu'elles sont utilisées, elles ne se renouvellent qu'au tour suivant, sauf compétences particulières. D'accord. Du coup, il faut arriver à peser le pour et le contre entre l'utilisation en scénario ou l'utilisation dans le cadre d'un combat. Donc le risque de se retrouver sans la possibilité de rien faire derrière ou de riposter. Ensuite, on a les points de vie. Donc là, par exemple, c'est une figurine de type humaine. Donc les humains standards ont 10 points de vie. Tout simplement, c'est classique, on est resté sur une base. Le premier groupement de chiffres, en fait, c'est la défense au corps à corps, avec le seuil à dépasser pour toucher, basiquement sans modification, et le seuil à dépasser pour blesser. Une fois que la touche est réussie, on rajoute une notion qui est la puissance de l'arme avec laquelle, enfin de la figurine et de l'arme avec laquelle elle frappe, et on en retire ce deuxième chiffre. D'accord. Voilà, c'est le système tout simple. Dessous, en rouge, c'est la valeur quand la figurine est blessée. Et à côté, on a la même notion, mais pour le tir. Le tir, en fait, ça correspond à des seuils de difficulté. Ensuite, il y aura selon la distance, etc., le jet de tir subira des malus assez conséquents au final, au fur et à mesure. Là, la petite particularité, du coup, c'est comme c'est un personnage combattant officier, c'est un personnage nommé un petit peu particulier, il y a cette notion de barre de furie qui fait le nom du jeu. En fait, la barre de furie, c'est comme dans les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du jeu, elle monte en puissance. Quand on va blesser des figurines, quand on va recevoir des blessures, et à chaque tour, un petit peu petit. C'est comme si c'était des points d'expérience qu'on cumule. C'est un peu, voilà, qu'on cumule, ce style. d'une certaine manière. Arrivé au bout, en fait, en gros, on peut l'exploser pour soit automatique, soit au moment même, ou soit de manière automatique au début du tour suivant, ça s'active. En gros, c'est l'explosion de colère, c'est la colère maîtrisée qui explose et qui permet d'avoir des petits effets qui sont propres à chaque officier. Donc j'ai mis plutôt l'accent du coup sur les guerriers, ce qui se fait assez peu, plutôt que uniquement sur les magiciens qui ont des effets spéciaux. En général, les magiciens ont des effets spéciaux. Il existe aussi la notion de magie en furie, mais j'ai voulu appuyer ça un petit peu sur les guerriers de manière un peu plus prononcée. D'accord. Ensuite, on va avoir l'impact et l'encaissement, qui sont des notions de jeu plutôt avancées. Ça va permettre de déterminer si on a les bonus de charge sur son adversaire. Et ensuite, toute une série de compétences. Donc voilà. Pareil, certains officiers ont une compétence qui s'appelle l'overdrive aussi, qui permet de se sacrifier quelques points de vie pour être encore plus en colère, encore plus vite et encore plus brutal d'un point de vue offensif. Pour finir, la dernière petite case en bas, en fait, ça correspond au type d'arme, avec entre parenthèses le modificateur pour toucher dans le cadre des armes de corps à corps, qui ne s'applique pas au résultat final, et la puissance de l'attaque. Le tir, là, il n'y en a pas, mais la notion est la même, avec par contre les distances au-delà desquelles les malus commencent à s'accumuler, et la notion de précision, qui correspond un petit peu au maniement qu'on a ici entre parenthèses, sauf que la précision, elle, va s'ajouter au résultat final du jet de dés, à contrario du maniement. D'accord. Tout simplement. Donc le jeu se joue à combien de joueurs et combien de temps? Alors le jeu basiquement se joue à 2 joueurs. D'accord. C'est des parties de 30 à 45 minutes. Après rien n'empêche bien entendu de faire des alliances, de faire 125, jouer sur une table un peu plus grosse, chacun pour jouer à 4. Il existe un scénario multijoueur donc pour 4 joueurs qui est un petit peu déjanté dans le sens où la machine monde pète un plomb et essaye aussi de détruire les factions en plus. Enfin les joueurs, les figurines des joueurs, en plus d'eux qui essayent de s'entretuer, un petit peu comme Battle Royale en fait. C'est un petit peu la zone grillagée avec la notion de la Battle Royale. C'est le seul scénario multijoueur pour l'instant qu'il y a. J'essaye de travailler sur d'autres. Maintenant l'idée c'est quand même d'être sur de l'affrontement frontal. Ok. Alors Jérôme, un dernier mot? Du coup merci merci d'être passé nous voir ici à Cannes. Avec plaisir. J'en profite aussi pour parler du coup d'Arcane Master, qui est un jeu de société familial à double lecture, qui peut être aussi un peu chafouin, qui est actuellement en financement participatif sur Ulule et qu'on aimerait bien pouvoir sortir assez rapidement. L'idée c'est de passer par Ludofac, c'est pour ça qu'on demande une somme assez élevée pour avoir du matériel de très bonne qualité et pouvoir livrer les gens dans les temps plutôt que quelques années en amont avec des containers qui se perdent dans l'eau. D'accord. Bah, écoute Jérôme, je te remercie de m'avoir accueilli sur ton stand. Je mettrai toutes les descriptions du jeu Fury et Arcane Master dans la description de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Merci à toi surtout d'être venu et de nous offrir un peu de visibilité, c'est vraiment gentil. Écoute, il n'y a pas de souci, notamment que Jérôme m'a proposé de m'envoyer le jeu de façon à faire un unboxing, enfin des figurines.
À savoir que tout est téléchargeable. Tout est téléchargeable sur le site de Forge Studio, sur la page Fury en fait. Vous pouvez télécharger les règles, les profils. Alors après il y a des modes, des extensions, par exemple un mode solo qui n'est pas téléchargeable gratuitement, qui est payant. Mais, Ah, il y a un mode solo. Il y a un mode solo. Après c'est l'idée du mode solo, c'est d'avoir quelque chose d'un peu explosif et c'est la machine monde qui prend le contrôle. Donc on est face à des automates. C'est bien, un mode solo de jeu d'escarmouche, c'est parfait pour moi. On est moi. face à des automates, c'est un peu plus surprenant, on va dire. D'accord. Non, pas plus hard, mais plus hard, plus surprenant. Donc alors, moi ce que je vous propose de faire, je vais laisser mon adresse à Jérôme. Il va m'envoyer le jeu, je ferai un unboxing, je ferai une présentation, je ferai des règles. Et comme il y a un mode solo, eh ben, pourquoi pas à l'avenir, une fois que toutes les figurines soient peintes, parce que je suis un geek, j'aime bien jouer avec mes figurines peintes. On présentera ce jeu et puis on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à toi. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Au plaisir.